Donc les trois cerveaux, deuxième partie, on va s'intéresser plutôt ici au niveau de dissociation. Donc qu'est-ce qui se passe quand ce niveau d'alerte est déclenché, hein? Donc souvenez-vous, si mon système qui interprète 10 millions de données par seconde de façon binaire dit qu'il y a urgence, les amygdales, qui sont un peu la centrale d'alarme, vont déclencher l'alerte, le reptilien passe aux commandes, il coupe l'accès au cerveau pensant en disant tu me ralentis pour la survie, il demande au cerveau limbique qui s'occupe du corps de déclencher et d'obtenir les moyens à pouvoir survivre, donc les moyens qui répondent à l'urgence et aux mécanismes de défense, aux réflexes de défense qu'on va appeler de survie, qu'on appelle fight, flight, freeze. Fight, je deviens agressif, j'attaque. Flight, je m'enfuis. Freeze, je fais le mort, je suis tétanisé parce que je suis déjà attrapé par le prédateur, et donc c'est ma seule façon de survivre. Donc ça c'est une des façons de faire. Deuxième élément, c'est que notre système, évidemment, dans cette base de données, qui est la base de données hippocampale, donc c'est vraiment la mémoire, ce sont déjà les mémoires chargées émotionnellement. On peut aussi avoir une mémoire idéomotrice, c'est-à-dire une mémoire plutôt physique et corporelle. Donc on a ces deux types de mémoire. Donc ce qui va se passer, c'est le cas suivant. Si je vis quelque chose qui est difficile pour moi à vivre et que je n'arrive pas à le digérer, en déant le moi, ce qui serait une situation de digestion normale d'un épisode de vie un peu difficile, eh bien, entre 1 mois et 3 mois de délai, si ça continue à m'activer, on va commencer à parler de trauma. Si on dépasse les 3 mois, certains auteurs parlent de 3 à 6 mois, à partir du moment où on dépasse 3 à 6 mois, on va commencer à parler de stress post-traumatique si je continue à réagir comme si je vivais l'événement maintenant, lorsque je repense à l'événement du passé, qui a été très difficile et que je n'ai pas pu donc visiblement digérer et assimiler. À ce moment-là, nous allons déclencher une série de réponses. Alors pourquoi ? Simplement parce que notre inconscient va chercher à nous prévenir et à nous obliger à travailler cette capsule, c'est ce que je vais appeler une introjection, donc cette représentation d'une situation que j'ai vécue, que je n'ai pas pu neutraliser, ou la représentation d'une personne qui m'a tellement impacté que lorsque je vois ou je la croise, ou je croise des gens qui lui ressemblent, ça me renvoie à ce réseau de mémoire et de souvenirs qui ne sont pas digérés, ou une cognition, c'est-à-dire une croyance que je développe à partir de ces deux premiers cas, ou éventuellement même le fantasme que la vie aurait dû se passer différemment de ce qu'elle s'est réellement passée, et donc je reste bloqué, coincé avec une croyance fantasmée, en l'occurrence, que la vie aurait dû être différente. Donc, si j'ai ce type d'introjection, ce type de souvenirs qui sont bloqués, que je ne peux pas assimiler dans mon système, mon inconscient va chercher à développer une série de réponses, de dissociation, c'est-à-dire une façon de me couper de cet événement, ou d'attirer mon attention sur cet événement pour que je puisse m'en occuper, le neutraliser et le retraiter. Donc premier niveau de dissociation, ça va être des montées d'angoisse. Angoisse, anxiété qui vont monter pour venir attirer mon attention sur le problème afin que je m'en occupe. Évidemment, si je n'ai pas pu le digérer déjà de façon naturelle précédemment, il y a peu de chances que j'y arrive avec cette montée d'angoisse. Donc, que va-t-il se passer à terme si je n'arrive pas à neutraliser cet épisode par la montée d'angoisse et d'anxiété ? Je vais déclencher un deuxième niveau de dissociation, c'est-à-dire des mécanismes de défense et d'évitement de cette angoisse. Et dans ces mécanismes de défense et d'évitement, c'est là que je vais trouver toute une série de comportements excessifs d'évitement. Par exemple, workolisme, sexualisme, sportolisme, donc tous les comportements où je suis complètement à fond dans mon boulot, dans le sport, dans le sexe, pour essayer de ne absolument pas penser à ce qui serait à l'origine de mon angoisse. C'est là aussi que je vais trouver toutes les ruminations mentales, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, les addictions, les phobies. Et le souci, évidemment, c'est que ces comportements eux-mêmes peuvent devenir eux-mêmes dysfonctionnels. Donc si par exemple je bois et qu'à 10h du matin je pue la bière, moi-même ou mon environnement, à un moment, on va commencer à se dire « mais Yves, ça va pas, tu déconnes là hein ». Donc je peux développer du coup un troisième niveau de dissociation, c'est-à-dire moi-même ou mon environnement se rend compte que mon comportement d'évitement de l'angoisse dysfonctionne. Et du coup, je veux absolument le réguler. Alors si par exemple, si je suis quelqu'un qui mange trop, hein, je veux dire, je dois arrêter de manger, hein, je vais me donner un régime spartiate, et du coup, je vais de nouveau en connexion avec l'angoisse, et du coup, je vais déplacer mon symptôme sur un nouveau symptôme. Je ne mange plus, mais je vais commencer à boire, ou à travailler encore plus fort. Ou l'inverse, je vais reprendre peu à peu mon symptôme précédent, et je vais me le réapproprier pour diminuer les niveaux d'angoisse. Donc le souci, c'est quand j'ai des pressions externes aussi qui arrivent, parce que là, évidemment, je ne peux pas échapper à tout ça, je ne peux pas faire semblant. Donc je suis vraiment coincé. Donc j'ai des bras de fer intérieurs, entre des parts de moi qui veulent évoluer, des parts de moi qui ne peuvent pas, des parts de moi qui ont peur, des parts de moi qui veulent sortir de ça, et donc je commence à voir ce qu'on appelle des polarisations, ce sont des parts qui luttent les unes contre les autres,
ou des pressions externes et internes qui luttent les unes contre les autres, et évidemment je me sens bloqué. Dans ce type de cas, il n'y a pas 50 000 possibilités, il faut évidemment les vérifier si nous avions des traumas simples, complexes à traiter, et s'il y a des troubles de l'attachement, c'est-à-dire s'il y a effectivement des blessures, des fragilités dans la construction de ma personnalité en lien avec l'attachement, c'est-à-dire la sécurité émotionnelle et affective qui n'aurait pas été donnée dans ma prime jeunesse, parce que tout ça peut venir complexifier évidemment tout le travail. Donc les niveaux de dissociation viennent surenchérir avec déjà le réflexe fight, flight, freeze. Si par exemple je passe en mode combat ou en mode fuite, eh bien le mode combat ça pourrait être une montée de tension et d'angoisse qui va faire que je deviens très agressif vis-à-vis de quelqu'un, et le mode fuite, ce serait au contraire, je vais éviter certains types de situations, je vais déclencher des phobies, par exemple une phobie de l'avion, parce que j'ai peur de ne pas avoir le contrôle, alors que l'événement à l'origine de ça est peut-être la perte d'un enfant à l'hôpital, là où je n'avais pas le contrôle. Donc vous voyez, le cerveau va jouer par association avec les mémoires pour construire des mécanismes de défense et d'évitement qui sont en lien avec un des 4 éléments que j'ai nommés précédemment, soit c'est situationnel, événementiel, soit c'est en lien avec les représentations de personnes, soit ça va être en lien avec les croyances, les cognitions que j'ai développées à partir de ces événements-là ou de ce type de personnes-là, soit vraiment les fantasmes aussi que j'ai construits, que c'est quand même pas de chance, hein, mon père, ma mère auraient dû être des parents idéaux, un père ou une mère idéale, et je ne l'ai pas vécu comme tel, et ça continue à me faire souffrir. Donc vous voyez, le fonctionnement du cerveau, et de tous ces éléments-là sont super importants, parce qu'on peut évidemment les déconditionner, ces réflexes, déconditionner ces réponses d'évitement, en allant désensibiliser les événements humains ou les cognitions, etc., et en retraitant cette information. Voilà, je vous remercie.